Merci beaucoup à tous, Monsieur le délégué général, pour le programme de Diplomate en Action pour lequel je vous félicite et pour cette invitation, Madame Camille Pagani, chargée de mission internationale. Et je souhaite saluer, bien sûr, tous les alumni présents ce soir et remercier Madame Pascale Leclerc, directrice du campus de Poitiers, que je ne connais pas encore, de participer également, d'assister à cette session ce soir. Je suis très heureuse de m'adresser à vos alumni, d'abord parce que j'aime beaucoup parler aux étudiants, aux anciens étudiants, pour transmettre un petit peu mon expérience et présenter mon métier. Je dois dire que mes années à Sciences Po ont été sans doute les plus belles de ma vie. Elles ont été beaucoup trop courtes et je m'en souviens toujours avec beaucoup d'émotion. Et donc, je suis heureuse de vous parler de mon parcours et de la façon dont Sciences Po m'a permis d'entrer dans la diplomatie, où j'exerce depuis 40 ans, et m'a donné les clés, finalement, la clé de mes rêves quelque part, puisque c'est grâce à Sciences Po que j'ai réussi à réaliser ce projet professionnel. Et d'ailleurs, si je n'étais pas passée par Sciences Po, je ne serais pas ambassadrice aujourd'hui. Mon parcours, c'est que voilà, je suis entrée en deuxième année de Sciences Po. Alors, c'était l'ancien système, hein, ce n'était pas les masters. Hein. Sciences Po en 3 ans, plus l'année préparatoire. Donc, je n'ai pas fait l'année préparatoire, je suis entrée directement en deuxième année après une maîtrise en droit d'Aix-en-Provence. Je dois dire que moi, je ne suis pas une Parisienne, j'étais une provinciale, je n'étais pas d'un milieu ni venant de la haute fonction publique, ni a fortiori de la diplomatie. Donc, si vous voulez, j'ai dû trouver ma voie un petit peu seule. Je suis entrée donc par la procédure d'admission en deuxième année. J'ai choisi les relations internationales car je voulais embrasser une carrière tournée vers l'étranger. Ça aurait pu être le privé, le public, je ne savais pas comment ni où. Mais finalement, c'est Sciences Po qui m'a aidé à trouver ma voie, d'abord parce que nos professeurs nous orientaient, et puis il y a eu quelque chose qui a été décisif, et à l'époque, ce n'était pas tellement répandu. J'ai fait un stage en fin de deuxième année au ministère des Affaires étrangères, et ce stage m'a vraiment ouvert les yeux sur ma vocation, sur la façon d'entrer au Quai d'Orsay. Et ce stage a été extraordinaire et m'a permis de me décider quant à mon futur professionnel. Après mon diplôme, en fin de troisième année, je m'étais inscrite en pré-PENA. Comme Madame Farnaud de Fromont, d'ailleurs, j'ai un peu retrouvé les mêmes choses dans son discours. Et j'ai voulu passer le concours du Quai d'Orsay juste pour voir. Et je l'ai eu du premier coup. Et donc, j'ai laissé tomber la pré-PENA et je suis entrée donc dans la carrière diplomatique à 23 ans. Comme elle l'a dit elle-même, sans demander mon reste. Je savais qu'il valait mieux passer par l'ENA à l'époque. Maintenant, ça n'est plus entièrement vrai, mais j'ai quand même choisi la vocation et la carrière internationale. Je dois dire que le Quai d'Orsay a beaucoup évolué en 40 ans. C'est un ministère qui s'est d'ailleurs beaucoup, je dirais, démocratisé. Bon, on a vraiment la chance de pouvoir progresser en fonction de ses mérites, en fonction de ses aspirations. C'est un ministère qui fait une large place aux femmes désormais. C'est un ministère qui reconnaît les compétences quand vous démontrez ces compétences et qui donc c'est vraiment un système qui vous permet de progresser suivant les mérites. Et j'en parlerai tout à l'heure, puisque je crois qu'il y a une question à ce sujet. Il n'y a plus de domaine d'activité dont les femmes soient exclues, comme autrefois, où les secteurs stratégiques de défense étaient réservés aux hommes. Donc, c'est un ministère qui a beaucoup changé en 40 ans, et moi, je l'ai vu changer avec bonheur. Alors, que m'a apporté Sciences Po pour entrer dans la diplomatie? Bon, comme je l'ai dit, l'information, la voie, la clé. Moi, j'étais donc provinciale, je n'avais pas les mêmes sources d'information que mes camarades parisiens. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Je crois que Sciences Po, finalement, d'abord m'a fourni les clés pour accéder à la carrière diplomatique, mais également les clés en termes de méthode, en termes d'analyse, d'esprit critique, m'a donné le goût d'explorer, de m'intéresser absolument à tout. Quand je suis arrivée à Sciences Po, moi je venais d'une maîtrise en droit où c'était quand même très juridique, avec des disciplines un peu, comment dirais-je, monocolore, pas monocolore, mais on était toujours dans le droit. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, j'ai découvert, j'appelais ça le temple du savoir, c'est-à-dire qu'il y avait les cours, les conférences de méthode, mais il y avait aussi toutes les options. Et je me suis un petit peu d'ailleurs dispersée en allant suivre des cours de presse, des cours de dissuasion nucléaire. C'était un bonheur intellectuel et la polyvalence que m'a donné Sciences Po. Je me souviens qu'en économie internationale, j'avais fait une étude de stage sur la construction aéronautique. Donc, vous voyez, déjà, Sciences Po m'avait donné ce goût de la polyvalence et de la transdisciplinarité que je retrouve d'ailleurs au Quai d'Orsay.
Ce que m'a donné Sciences Po aussi, c'est évidemment une ouverture vers, comment dire, déjà, sur le plan psychologique, moi, Sciences Po a fait sauter des verrous, a fait sauter l'autocensure et m'a permis de repousser des limites. C'est-à-dire que ce que je ne pensais pas possible l'est devenu grâce à Sciences Po, parce que je voyais que quand on travaillait bien, eh bien on avançait, il n'y avait pas d'exclusion. Les enseignants étaient d'une qualité exceptionnelle, la variété des enseignements, la qualité des élèves. En relations internationales, j'ai rencontré beaucoup d'étrangers. Donc, m'ont vraiment ouvert des champs intellectuels, mais aussi m'ont ouvert mentalement à notre façon de penser. Donc voilà, je dois réellement à Sciences Po ce que je suis devenue aujourd'hui et je ne cesserai de le dire. Ce que je souhaiterais dire un petit peu, c'est présenter la carrière diplomatique parce que c'est un métier de cliché qui est très mal connu et qui souffre malheureusement de poncifs négatifs qui lui font du tort. Et j'aimerais redresser un petit peu ces clichés. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis entrée dans la diplomatie par le goût de l'extranéité des autres cultures et parce que je ne voulais pas me limiter à mon horizon national. Mais malheureusement, le Quai d'Orsay est souvent vu comme un ministère de gens qui aiment le voyage, comment dire, sont des mondains, sont des privilégiés. Et ça, j'aimerais quand même casser ces a priori. Nous ne sommes pas des mondains. C'est vrai qu'on dépeint le diplomate comme quelqu'un qui passe son temps dans les cocktails. Bien sûr, ces réceptions existent, mais elles font partie du travail. Et d'ailleurs, je signale qu'elles allongent la journée de travail parce qu'après une longue journée, au lieu d'être tranquillement chez vous, vous ressortez, vous allez dans des cocktails, parfois dans 2 cocktails dans la soirée. Évidemment, ça prend sur le temps privé, mais ces réceptions sont absolument indispensables à la bonne conduite des affaires. On règle parfois plus de problèmes en 2 heures de cocktail qu'en une journée dans son bureau, parce qu'on va spontanément rencontrer telle ou telle personne et que par le contact humain, on va pouvoir régler des choses. Donc, on se rend compte d'ailleurs depuis la pandémie, puisque l'activité sociale s'est énormément réduite, notamment en Colombie, qui a des taux de contamination élevés, ces cocktails nous manquent, ces réceptions nous manquent parce qu'on manque de contact, on manque d'occasions et on doit reconstituer, on doit créer nous-mêmes les occasions, les provoquer, alors qu'autrefois, elles venaient naturellement. On pense qu'être ambassadeur aussi, c'est une sinécure et une situation de privilège. Je souhaiterais également casser cette image. Être ambassadeur, c'est travailler beaucoup, sans horaire. On est disponible, on doit être disponible à tout moment. C'est du 24-24, 7 sur 7. Parce que parfois l'actualité et l'urgence fait que vous êtes obligé d'être disponible. Le droit à la déconnexion n'existe pas pour un ambassadeur, ce serait même dangereux d'être déconnecté. Et puis le champ d'ici, d'abord on a le décalage horaire. Donc, avec le décalage horaire, on doit s'adapter à un autre continent et il m'arrive d'avoir des visioconférences avec Paris à 7 heures du matin. Vous voyez. D'autre part, le champ disciplinaire d'un ambassadeur est si vaste, il intervient dans tellement de domaines qu'une seule journée ne suffit pas. Et nous travaillons dans les avions, dans les trains, dans les voitures. Et ça, ce n'est pas tellement connu. Ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que c'est un métier dans lequel la conciliation entre vie privée et vie professionnelle est difficile parce que nous avons tellement de sujétions, des sujétions que nous acceptons, que nos familles parfois en souffrent et la conciliation n'est pas toujours facile. Je souhaiterais dire aussi que ce n'est pas un métier de bureau, ce n'est pas un métier de sédentaire, c'est un métier de terrain. Bien sûr, nous avons toute une partie intellectuelle, nous analysons, nous phosphorons, nous écrivons, nous proposons des stratégies, des plans d'action, mais nous allons aussi beaucoup sur le terrain. Un diplomate qui ne va pas sur le terrain ne connaît pas le pays de résidence. Nous allons dans les villes, dans les départements, dans les universités, dans les entreprises. Chaque fois que possible, malheureusement, la pandémie nous limite nos déplacements, mais on le fait chaque fois que l'on peut. Et donc, c'est un métier de concret. Et puis, comme me l'a dit un ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, un ambassadeur qui n'est pas fatigué est un ambassadeur qui ne fait pas son travail. Donc, il est normal d'être fatigué quand on est ambassadeur. Il y a aussi une image qui consiste à dire que nous n'apportons pas de valeur ajoutée à la société, nous ne servons à rien. Alors ça, c'est un mythe aussi, parce qu'à l'heure de la mondialisation, nous sommes un petit ministère, 14 000 agents, qui rendons d'énormes services à la collectivité. Que ce soit les entreprises, que ce soit les concitoyens, mais sans parler de notre pays, c'est-à-dire de la politique étrangère de notre pays, je veux dire, en matière, dans un contexte de mondialisation,
le Quai d'Orsay apporte comment dire, apporte des choses qu'on ne voit pas, mais si nous n'étions pas là, nous le verrions. Je voudrais vous donner 3 exemples concrets de choses que nous faisons et que personne ne voit, mais on est bien content de nous trouver quand on est dans ces difficultés. Il m'est arrivé d'avoir, c'était tout récemment, la nuit de samedi à dimanche, un problème, un Français de passage qui avait disparu en Colombie. Il faisait du canoë-kayak dans une région assez dangereuse d'ailleurs. Il a disparu, sa famille appelé le centre de crise à Paris, qui nous a appelé à 2 heures du matin. On ne savait pas ce qui s'était passé. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un enlèvement? Il a fallu immédiatement réagir, envoyer les forces de sécurité colombiennes. On l'a retrouvé, il était perdu. Mais voilà le genre de choses que l'on fait dans l'instantanéité, si vous voulez. On nous sollicite, on intervient et on sauve des vies et on rassure des familles. Lorsque les Français de passage ont été bloqués à l'étranger l'année dernière, lorsque la pandémie s'est déclarée et que les différents pays du monde ont fermé les liaisons aériennes, il y a des milliers de Français qui étaient à l'étranger comme touristes qui sont retrouvés bloqués. Les ambassades ont joué un rôle fondamental, elles ont rapatrié, aidé à ramener des milliers, des dizaines de milliers de Français. Elles se sont transformées en agences de voyage. Et si elles n'avaient pas été là, ces Français auraient eu beaucoup de mal à retrouver leurs proches en France. Je vous donne un autre exemple lié au Covid. L'année dernière, j'étais en poste en Roumanie. Une entreprise française qui fabriquait des masques dans ce pays, qu'elle devait exporter vers la France au moment où nous en manquions, a vu ses cargaisons bloquées en douane pour une raison purement bureaucratique. Nous sommes intervenus un dimanche pour débloquer le container et ensuite, de ce fait, les masques ont pu aller en France. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses concrètes que l'on fait, bien sûr, qui s'ajoute à notre mission régalienne, qui est si vous voulez, de mettre en œuvre la politique étrangère de la France à l'étranger, de contribuer dans notre pays de résidence à faire les démarches nécessaires, à rallier les autorités locales à nos positions. Donc, nous intervenons dans toute l'action internationale de la France, qu'elle soit de la haute politique étrangère, qu'elle soit de l'assistance aux Français, qu'elle soit des questions économiques. Nous avons un champ très vaste et je dois vous dire que ces démarches n'aboutissent que parce que nous sommes là, parce que nous sommes installés, nous sommes permanents, nous avons lié des relations de confiance. Si nous étions loin, nous ne pourrions pas prendre notre téléphone puisque nous ne connaîtrions pas notre interlocuteur. Donc, c'est la permanence, le fait que nous tissions des relations qui nous permet d'être efficaces. Et lorsqu'on dit « oui, mais maintenant les agents de presse informent sur tout ce qui se passe et les chefs d'État se parlent directement », oui, bien sûr, mais à côté de cela, nous avons besoin d'une permanence de l'action publique française et cela est possible grâce aux liens que nous tissons. Alors, les missions du ministère des Affaires étrangères, elles sont très vastes. Évidemment, ça a beaucoup évolué. Et si on regarde la Convention de Vienne de 61, c'était la négociation, la représentation, la protection des communautés. Maintenant, elles sont devenues gigantesques, surtout pour un pays comme la France, qui est un acteur global. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nous sommes détenteurs de l'arme nucléaire, ce qui nous donne des responsabilités en termes de paix et sécurité. Nous sommes un acteur très engagé dans le projet européen. Donc forcément, notre diplomatie, elle est ambitieuse, elle est dense. Et donc, la palette d'activités d'un diplomate, elle est très, très large. D'abord, il y a la diplomatie bilatérale, la diplomatie multilatérale, je crois que j'en parlerai après, ce sont deux diplomaties différentes. Dans un cas, on traite avec un État, dans l'autre, on est dans un ensemble d'États, et c'est un jeu multilatéral, un jeu multi-acteurs, donc ce sont des diplomaties différentes qui requièrent des qualités différentes, des stratégies différentes. En fait, désormais, dans les postes, même bilatéraux, on est amené à faire du multilatéral, parce que lorsque nous avons un candidat qui veut être, je ne sais pas moi, qui veut diriger une organisation internationale, nous allons faire des démarches pour essayer de soutenir cette candidature. Nous allons faire des démarches pour soutenir une résolution proposée par la France au Conseil de sécurité. Donc, nous ne faisons pas que du bilatéral dans les postes bilatéraux, nous faisons aussi du multilatéral. Et lorsque j'étais en poste en Roumanie, je faisais beaucoup de questions européennes parce que, si vous voulez, avant que les compromis se fassent à Bruxelles, il fallait les préparer avec, en l'espèce, les autorités roumaines. Donc, nous avons un rôle vraiment mixte, très, très hybride en termes de politique. Mais nous intervenons, bien sûr, pour les relations politiques bilatérales, pour soutenir nos entreprises, pour développer l'influence française à travers la langue, la culture, les lycées français, le rayonnement scientifique, la coopération universitaire.
Nous défendons des valeurs, l'état de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, l'égalité homme-femme, par des démarches, par des événements, par des prises de position dans la presse. Nous travaillons pour promouvoir la paix et la sécurité. Nous promouvons aussi les enjeux globaux nouveaux, tels que la défense de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la préservation de la biodiversité et le développement durable. Ce sont des enjeux qui ont pris une place fondamentale et qui nous occupent beaucoup dans nos pays de résidence. Nous protégeons et nous assistons les ressortissants français de passage. Comme je l'ai dit, un consulat, c'est une petite préfecture, une petite mairie, et nous sommes chargés de la protection de nos communautés. Nous devons également communiquer, et ça, c'est une fonction nouvelle. Autrefois, le Quai d'Orsay était un ministère du secret. La diplomatie était quelque chose de secret. On ne dévoilait rien de ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on fait et on doit expliquer pour que les citoyens du monde sachent à quoi nous servons, comprennent notre politique étrangère. Et à l'heure des réseaux sociaux, il est impensable que la diplomatie ne s'exprime pas. Et donc, moi, je passe beaucoup de temps à donner des interviews, à expliquer notre politique étrangère pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et donc, c'est une fonction nouvelle. Et puis, il y a une autre fonction qu'on ne voit pas, qui est le management interne. Et ça, c'est dans toutes les structures humaines, hein, le management d'agents, d'équipes à l'étranger qui parfois souffrent de la pandémie, qui souffrent de l'éloignement, qui souffrent des conditions de sécurité, par exemple. Et ça, c'est aussi un métier en soi, pouvoir gérer des équipes et les maintenir, disons, en bon état de maintenir le moral, maintenir le fonctionnement. Et je dois dire que la pandémie nous a réellement obligés à travailler autrement, à imaginer de nouvelles formes de diplomatie, des formes créatives, des formes qui, évidemment, arrivent à s'affranchir de la présentialité. Et ça, c'était aussi une forme d'innovation. Le déroulement de carrière d'un diplomate, je voulais quand même parler des qualités qui sont requises d'un diplomate. C'est quand même un métier exigeant parce que c'est un véritable métier qui suppose des compétences pointues, car nous représentons la France à l'étranger, donc nous représentons, si vous voulez, nous contribuons à son efficacité, nous engageons sa crédibilité. Si je devais résumer, je dirais qu'être diplomate, c'est tricoter des liens, créer des affinités, des interactions et construire des ponts. C'est aussi changer de métier tous les 3-4 ans. Il y a une variété de métiers dans la diplomatie qui en fait d'ailleurs son principal intérêt, l'absence de routine, le fait qu'on doive réinventer son mode de travail tous les 3 ans. On peut enchaîner dans une carrière des postes économiques, politiques, de presse, juridiques, consulaires, ce qui oblige à une grande adaptation, une grande ouverture d'esprit, mais qui donne une richesse en plus, après une richesse personnelle qui nous permet de traiter de tous les domaines, de parler avec tous les interlocuteurs et qui nous confère une vraie polyvalence. Alors, qu'est-ce qu'on demande à un diplomate comme qualité? Bon, d'abord, il faut avoir le goût et la connaissance des questions internationales et de la géopolitique. Il faut avoir une faculté d'adaptation à de nouveaux environnements, à des langues, à des cultures, à des méthodes. Il faut accepter la mobilité géographique entre poste à poste ou bien entre Paris et l'étranger. Il faut accepter aussi les conséquences sur la famille. Il faut une famille qui suit en termes de vie privée. C'est sans doute le défi principal, pouvoir continuer à avoir une vie privée harmonieuse, une vie familiale, alors qu'on bouge tous les 3-4 ans. Il faut un mental à toute épreuve. Alors ça, je dois le dire, pour gérer des crises et pour résister à la pression, pour résister à l'éloignement, parfois à la solitude, il faut vraiment être très solide et tenir bon, même quand en mer agitée, si vous voulez, il faut avoir un calme, un sang-froid pour pouvoir tenir notre rang et remplir notre fonction en toutes circonstances. Il faut avoir une curiosité intellectuelle. Il faut avoir du courage politique, mais également du courage physique. Nous sommes souvent tenus de travailler dans des pays à risque sécuritaire. J'ai moi-même travaillé dans des pays où il y avait une insécurité. Et donc, ça, il faut le gérer, il faut l'accepter et il faut arriver à le vivre bien. Je dirais qu'il faut avoir le sens du collectif, travailler en équipe. Un diplomate seul ne peut rien faire. C'est par essence une diplomatie, une activité collective. Il faut avoir une capacité de travail importante. On travaille beaucoup au Quai d'Orsay. On doit travailler vite, souvent sous la pression. Et puis, je dirais qu'on doit avoir des qualités relationnelles, le sens du contact, le sens de la négociation, l'habileté. On doit souvent négocier avec ses ennemis, arriver à convaincre
quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, enfin ennemi entre guillemets bien évidemment, quelqu'un qui ne partage pas vos vues, et arriver à lui l'amener vers vous, l'amener vers vos positions par un compromis, par une négociation, et ça demande quand même un certain doigté. Et puis, deux qualités un peu contradictoires, être à la fois respectueux des instructions, parce que nous travaillons sous les instructions de notre ministre, de notre président, sur la base de feuilles de route qui sont agréées par notre ministre, mais également savoir faire preuve d'audace, de créativité, de sortir des sentiers battus. Donc, ce sont deux qualités quand même un peu contradictoires, être, disons, discipliné et respectueux de la ligne, mais également savoir créer de nouveaux champs, de nouvelles activités pour ne pas rester dans la routine. Alors, voilà ce que je souhaitais dire sur mon métier. Ce que je veux dire, c'est qu'un diplomate forge sa carrière par lui-même en saisissant des opportunités, en se montrant intéressé par des secteurs qu'il, par exemple, n'a jamais traités, en se spécialisant dans 2-3 filières, en alternant les postes à Paris et à l'étranger, et surtout en étant ouvert aux opportunités. Il m'est arrivé plusieurs fois qu'on me propose des postes que je n'aurais jamais pensé avoir, parce qu'il y a eu un départ, une démission, une maladie ou un changement professionnel de quelqu'un, et que donc on a fait appel à moi, et il faut toujours se montrer prêt à répondre. Il ne faut jamais penser qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas fait pour le poste. Si on a envie d'y aller, on peut s'y épanouir dès lors qu'on y met les moyens. Donc ce n'est pas une vie de routine, c'est une vie où on doit aimer le changement et saisir les opportunités. Moyennant tout cela, je dois dire que c'est un métier exceptionnel. C'est pour ça que je l'ai choisi. Nous vivons des expériences exceptionnelles. Nous rencontrons des gens hors du commun. Nous pouvons apporter notre contribution à la mise en œuvre de la politique étrangère de la France. Et ça, je dois dire que nous avons notre petite pierre, et parfois on se dit, tiens, si tel accord a été agréé à tel endroit, eh bien, c'est un peu grâce à moi, c'est un peu grâce à cette proposition que j'ai faite pour lever tel blocage, pour faire avancer le débat. Et c'est une grande fierté, un grand bonheur d'y participer. Donc voilà ce que je souhaitais dire en introduction sur ce métier que moi, dans lequel je m'épanouis parfaitement, et donc je souhaite à quiconque ait le goût des relations internationales d'exercer un jour. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. En effet, vous avez un parcours très riche et très varié, donc on va revenir à travers des questions sur vos rôles et vos positions spécifiques. Je voudrais tout d'abord vous poser une question par rapport à la Colombie. Je m'excuse pour le bruit que vous entendez. Donc, la Colombie, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous êtes ambassadrice depuis novembre 2020, mais vous étiez déjà en Colombie en 1981 et 1983 lorsque vous occupiez le poste de 3e secrétaire à l'ambassade de France à Bogota. Donc, comme première question, je voudrais savoir quel est votre regard sur la Colombie aujourd'hui comparé aux années 80. J'imagine qu'il y a eu forcément beaucoup de changements, et surtout, vous avez aussi changé des rôles au sein de l'ambassade. Donc, votre regard a changé aussi des perspectives. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, Bogota était mon premier poste à l'étranger. Donc, ce n'était pas mon premier poste au ministère parce que j'en avais eu un avant pendant un an. Mais à l'étranger, c'était mon premier poste. Et évidemment, c'est un bonheur d'y revenir 40 ans après, de retrouver un pays qu'on a connu à une position évidemment différente, comme vous l'avez dit, et de conduire la représentation diplomatique de la France. Je dois dire que le fait que j'ai connu la Colombie avant, mais je ne suis pas la seule dans la communauté diplomatique à Bogota, il y en a 2 ou 3 autres, me donne un regard tout à fait différent de mes collègues qui y arrivent pour la première fois, me donne une perspective, un recul historique qui fait que je vois les choses différemment, et je suis sans doute beaucoup plus consciente du parcours qu'a accompli la Colombie. Je sais d'où vient ce pays et je vois les transformations profondes qui ont eu lieu depuis 40 ans. Moi, lors de mon premier séjour, nous étions en plein conflit armé avec 4 guérillas, un pays dont toutes les ressources intellectuelles, financières, tout était absorbé par le conflit armé. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui n'ont pas pu se développer parce que le pays était, comment dire, toute l'énergie politique, les ressources étaient captées par ce conflit armé. 40 ans après, il y a eu 2 accords de paix. Il y a une guérilla qui s'est démobilisée dans les années 90, et la principale guérilla qui est restée, les FARC, les Forces armées révolutionnaires de Colombie, qui ont donc conclu avec le gouvernement en 2016 un accord de paix qui a mis fin à 50 ans de lutte armée avec les FARC.
Et là, je dois dire que c'est une nouvelle ère de l'histoire colombienne. Alors cet accord, il n'est pas encore mis en œuvre complètement, hein, et d'ailleurs, il fait l'objet de critiques d'une partie de la population colombienne parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais moi, je suis très heureuse d'accompagner la mise en œuvre de cet accord et je vois tout le bénéfice que la Colombie en a retiré en termes d'image, en termes, bien sûr, de sécurité citoyenne, en termes d'attractivité économique. La Colombie est un grand pays économique grâce à l'accord de paix. Alors évidemment, actuellement, nous traversons une crise sociale depuis 2 mois avec des protestations. Il y a eu malheureusement de nombreux décès de manifestants, donc c'est une période très difficile. Mais je pense que tout ceci fait partie finalement d'une évolution de ce pays qui va vers une vie plus démocratique, qui sort de la logique du conflit armé et qui se dirige vers un pays où la contestation finalement devient quelque chose de naturel. Donc voilà, c'est un pays nouveau et moi je considère qu'il a fait beaucoup. Je suis très heureuse de l'accompagner sur la voie de cette transformation, évolution qui se fait forcément de manière parfois un peu chaotique. C'est un pays de convulsions, hein. Donc, il faut admettre qu'il y a des moments d'inflammation, puis des moments de calme. Mais comme je le sais, je le prends avec calme, finalement. Merci de votre réponse en toute franchise. Les relations entre la France et la Colombie sont très longues d'un point de vue historique. Ça fait plus de 150 ans qu'il y a des très forts liens entre ces deux pays. Il y a eu 24 ambassadeurs avant vous, donc vous êtes la 25e ambassadrice de France en Colombie et c'est la première fois qu'il y a une femme à cette position. Donc, pourriez-vous nous dire un mot sur l'égalité homme-femme dans la diplomatie et tout particulièrement en Colombie? Alors, effectivement, moi, c'est mon 3e poste d'ambassadrice et j'ai chaque fois été la première femme dans le pays où j'étais. Comme vous l'a expliqué Madame Farnaud de Fromont, qui était l'ancienne directrice générale de l'administration, je dirais que depuis une douzaine d'années, le ministère des Affaires étrangères a profondément modifié sa politique en termes de parité, et notamment dans le domaine des nominations d'ambassadeurs, a souhaité, et ça c'est une décision qui vient du plus haut de l'État, hein, du chef de l'État, a souhaité qu'il y ait davantage de femmes dans la carrière diplomatique qui occupent les postes d'ambassadeurs. Quand j'ai été nommée ambassadrice pour la première fois en 2008, nous étions 12%, nous sommes maintenant 28%. Donc, c'est si vous voulez, la diplomatie féministe, puisque c'est cela dont il s'agit, que met en œuvre le Quai d'Orsay, c'est une priorité politique de notre président de la République et qui consiste à faire appel aux compétences féminines comme masculines et ne pas se priver de compétences de la moitié de la population, puisque nous représentons à peu près 50% du Quai d'Orsay. Pas dans les hauts grades, mais dans l'ensemble, nous représentons 50%. Alors évidemment, c'est vrai que je trouve que nous avons un regard différent, nous apportons sans doute une sensibilité différente et je pense que c'est un plus d'avoir des femmes dans ces postes. Parfois, je ne parle pas de la Colombie, mais il y a des postes par exemple du monde arabe, on n'envoyait jamais de femmes et maintenant on le fait. Je pense que c'est un signe d'abord pour le pays d'accueil que nous menons une politique fondée sur la mixité, c'est un signe aussi vis-à-vis des populations. Pour la population colombienne, c'est un signal que la France envoie une femme comme ambassadeur. C'est un signal aussi pour les femmes colombiennes pour montrer qu'on va vers la féminisation des fonctions. Et voilà, c'est une contribution que nous pouvons apporter dans chacun des pays où nous sommes. Et donc, c'est un chantier qui est très actif au Quai d'Orsay. La diplomatie féministe, c'est 2 choses. C'est à la fois une politique étrangère féministe qui, dans chaque domaine d'activité, s'assure que le facteur féministe ou féminin est pris en compte en termes de développement, en termes de paix et sécurité, en termes de droits de l'homme, en termes de développement économique, en termes d'accès à l'éducation. Donc, nous nous assurons que les actions que nous promouvons favorise l'inclusion des femmes, mais c'est également une politique de ressources humaines féministes, donc c'est l'extérieur et l'intérieur. Nous faisons en sorte que le maximum de femmes puissent accéder à des fonctions de responsabilité par toute une politique de facilitation
de la vie privée, de la gestion des horaires, de la nomination des conjoints, des promotions. Nous nous efforçons de favoriser les promotions de femmes. Nous luttons aussi contre l'autocensure dont je parlais tout à l'heure par des programmes de mentoring, de coaching. Il y a une association au Quai d'Orsay qui s'appelle Femmes et Diplomatie qui joue un rôle complémentaire. Donc, si vous voulez, il y a les mesures volontaristes politiques, mais il y a aussi ce que les intéressés doivent faire comme chemin pour se dire oui, je peux accepter tel poste, j'en suis capable, je ne vais pas être illégitime, je ne vais pas être incapable. Donc, c'est tout un travail psychologique et le Quai d'Orsay travaille sur ces deux vecteurs, le volontarisme politique des décideurs, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un vivier de femmes candidates. Parce qu'on peut toujours essayer de nommer des femmes, mais s'il n'y a pas de candidats, on est ennuyé. Donc, il faut favoriser l'éclosion de viviers par les promotions, par la sensibilisation et par l'accompagnement. Et c'est ce que je fais. Moi, je fais beaucoup de choses dans le domaine des droits des femmes et j'essaie de parrainer ou de marrainer des collègues pour qu'elles arrivent à atteindre leurs objectifs aussi et pour les aider. Merci. Donc, vous avez bâti la route pour les ambassadrices femmes en Colombie, mais également au Guatemala, lorsque vous étiez ambassadrice en 2008, et en Roumanie, quand vous aviez été nommée ambassadrice en 2017. Que retirez-vous de ces expériences dans des pays très différents entre eux? Alors, en fait, chaque poste est différent, mais dans chaque poste, on retrouve un socle commun, si vous voulez. Il se trouve que j'ai toujours été ambassadrice dans des pays latins déjà, et puis dans des pays qui avaient une histoire mouvementée et qui avançaient vers la démocratie après des révolutions ou des guerres civiles. J'ai toujours été dans des pays comme ça. Bon, je crois que j'aime ça finalement. Et donc, ces points communs, c'était, par exemple, au Guatemala, il y a eu une guerre civile de 36 ans, en Colombie, un conflit armé de 50 ans, en Roumanie, on sait bien que la Roumanie faisait partie du bloc soviétique, et il y a eu une révolution sanglante en 1989. Ensuite, la Roumanie a rejoint l'Union européenne. Donc, ce sont des sociétés en profonde maturation, si vous voulez, en transformation, qui donc intègrent les standards en termes d'état de droit, en termes de lutte contre les inégalités. Et donc, on les voit évoluer. On voit parfois, il y a des petits retours en arrière, il y a des convulsions, comme je disais tout à l'heure, parce que ce sont des sociétés qui ont des histoires comme des êtres humains. Et en fait, chaque expérience dans un poste me sert dans l'autre, parce que comme il y a des points communs, je retrouve toujours des repères et j'arrive à recycler des expériences de l'un dans l'autre. Et finalement, ça m'aide à être beaucoup plus, philosophe face à par exemple, quand il y a un ralentissement d'un processus ou un blocage, je dis, mais c'est pas grave, c'est normal, dans tel pays, ça s'est passé et puis l'obstacle a été vaincu. Ça donne du recul, de l'optimisme. Et donc, c'est vrai que je me sers de toutes mes expériences dans l'expérience actuelle, que ce soit dans la diplomatie multilatérale ou bilatérale, on peut utiliser l'expérience, les recettes de l'un dans l'autre. Mais là, vraiment, pour ces trois pays, je vous dis à la fois des histoires parfois un petit peu, pas similaires, mais avec des points communs, et puis ça me donne vraiment une vision qui est une vision optimiste et se dire, voilà, là, il y a un blocage, mais on sait que c'est temporaire, c'est normal, mais il y a un changement structurel qui vient derrière, et c'est vrai que ça donne une forme de philosophie et de tolérance vis-à-vis de l'histoire et des développements politiques, parce qu'on sait que voilà, on va vers un chemin qui, nous l'espérons, est le bon. Merci. Donc, vous avez bien décrit les défis et les compétences pour les postes en diplomatie bilatérale. Vous avez aussi joué des rôles très importants dans la diplomatie multilatérale. Notamment, vous avez été représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Vienne de 2001 à 2006. Et aussi représentante permanente adjointe de la France auprès de la conférence du désarmement des instances du désarmement à Genève de 2006 à 2008. Pourriez-vous nous décrire un peu plus dans les détails quelles compétences sont-elles requises dans ce cadre particulier de la diplomatie multilatérale? Alors, la diplomatie multilatérale, c'est un métier un peu différent pour lequel il y a des règles. Il faut apprendre ces règles, les règles du jeu en quelque sorte.
Moi, j'en avais fait au début de ma carrière parce que quand j'étais à la direction des affaires juridiques, au retour de Bogota, j'avais négocié beaucoup de conventions internationales. J'allais à Montréal, à New York, à Rome, négocier des conventions. Et donc, j'avais déjà l'expérience de cela. Et ce qui fait que quand j'ai été nommée à Vienne, j'ai pu réactiver ces compétences. C'est un jeu complètement différent. Vous avez des ensembles d'États. Alors, ça peut être des petits ensembles, c'est grand. Ce n'est pas l'Assemblée générale des Nations unies à Vienne. Donc, on était quarantaine, cinquantaine, suivant les instances. Et il y avait beaucoup de thèmes. Il y avait les questions de lutte contre la drogue et le crime. Il y avait des questions de développement international. Il y avait les questions nucléaires. J'ai beaucoup fait de nucléaire. Et donc, j'ai dû, dans un premier temps, apprendre les règles du jeu. C'est la procédure dans les organisations internationales, c'est très sensible. Les règles des majorités, tout ce qu'on peut faire. Enfin, pour que ça marche, pour qu'il y ait un consensus, il faut respecter des règles. Donc, j'ai déjà dû me familiariser avec les règles de procédure et puis après avec les questions de fond. Et là, je dois dire que c'est vraiment à Vienne que ma carrière a connu une certaine bascule parce que Vienne était le siège de l'AIEA, donc l'Agence internationale de l'énergie atomique, et en même temps de l'Organisation du traité international contre les essais nucléaires. J'avais fait de la dissuasion nucléaire à Sciences Po, comme je vous l'avais dit, puisque je grappillais toutes sortes de cours comme des bonbons dans une confiserie, et donc j'avais acquis depuis Sciences Po le goût de la dissuasion nucléaire. Et à Vienne, j'ai donc traité de ces questions nucléaires civiles et militaires, d'ailleurs les deux. Et je m'y suis beaucoup intéressée. Je n'ai pas de formation scientifique, donc j'ai dû apprendre des rudiments de physique. Qu'est-ce que c'est que la fusion? Qu'est-ce que c'est que la fission nucléaire? Comment on enrichit l'uranium? J'ai appris tout ça. Et je dois dire que j'ai eu la chance à Vienne d'être en poste au moment, au début du dossier nucléaire iranien, puisqu'on venait de découvrir les centrales nucléaires iraniennes. Et c'est tout le début du dossier nucléaire iranien que j'ai traité pendant 4 ans. Et là, j'ai appris énormément en termes de méthodes diplomatiques, d'équilibre politique. Et j'ai appris tellement de choses que finalement, je suis allée ensuite à Genève, occupée de désarmement nucléaire, conventionnel, biologique, parce que j'avais acquis à Vienne cette expérience. Et puis, je dois dire qu'ensuite, ces 2 postes dans le domaine de la sécurité m'ont donné une légitimité pour avoir des postes à Paris, par exemple, ambassadrice chargée des menaces transversales, conseillère diplomatique au cabinet du ministre de la Défense. C'est vraiment la suite de Vienne, si vous voulez, de Genève, parce que j'avais acquis des compétences, ce qu'on appelle le politico-militaire, c'est-à-dire toutes les questions relatives à la sécurité, à l'armement, aux questions d'intérêt de sécurité, lutte contre le terrorisme. Donc voilà, ça s'apprend, mais quand on l'a appris, ce sont des compétences très utiles dont on peut se servir dans la diplomatie bilatérale, parce que négocier, c'est tout un art. Hein. Il faut arriver à obtenir un terrain d'entente qui ne correspond jamais à vos attentes de départ, mais qui s'en rapproche. Et il faut que la personne avec qui vous négociez, qui a d'autres attentes, accepte de venir vers vous. Et c'est vraiment fascinant. Et je dois dire que vraiment, je trouve que la diplomatie multilatérale relève parfois du miracle. Je cite toujours cet exemple. Vous êtes dans une salle avec 50 États de tous les continents. Vous devez adopter une résolution sur un thème. Je dis un thème au hasard. Le transport maritime de matières radioactives en vue du retraitement des déchets, enfin des matières nucléaires irradiées, qui est un sujet très important. Et évidemment, vous avez 10 points de vue différents, des enjeux politiques, des positions très écartées, et vous arrivez par la négociation, au bout de 3, 4, 5 jours et nuits, parce que c'est souvent la nuit que se terminent les négociations, à rapprocher les points de vue pour arriver à un terrain d'entente sur un texte. Et je dois dire que c'est là que j'ai vu vraiment l'intelligence collective se mettre en œuvre, parce que souvent, les diplomates qui font le multilatéral, on dit souvent que ce sont les meilleurs de leur pays. Je dois dire que j'ai été frappée par les apports de la diplomatie indienne, égyptienne, sud-africaine, ghanéenne, mexicaine, qui avaient souvent des idées géniales qui sortaient à 3 heures du matin et qui mettaient d'accord tout le monde. Et ça, c'est vraiment le miracle du multilatéral. Vous ne voyez ça que dans le multilatéral. Vous pensez qu'aucun accord n'est possible, et puis tout d'un coup, à 3 heures du matin, vous avez le délégué ghanéen qui sort une formule magique qui plaît à tout le monde, qui est très ambiguë, et ça sauve la résolution. Et ça, c'est assez fascinant quand on a vu ça.
Alors, dans la diplomatie bilatérale, c'est différent. C'est des relations d'État à État, c'est beaucoup plus concret. On ne négocie pas des textes, on négocie parfois des textes, mais aussi souvent des contrats, comment dire, des projets concrets. Mais je dois dire que les recettes du multilatéral m'ont beaucoup servi dans le bilatéral aussi. D'arriver à convaincre son adversaire, pas son adversaire, son contradicteur, je dirais, sans le braquer, pour arriver à lui montrer les bénéfices de la proposition que vous lui faites. Et finalement, toutes ces deux diplomaties se complètent. Merci beaucoup. C'était passionnant de vous entendre et surtout de découvrir que grâce à Sciences Po, vous avez pu vous familiariser avec le nucléaire qui vous a ensuite permis aux Nations Unies de devenir une experte sur ces questions. Je vous poserai peut-être une dernière question parce qu'après, je vois que le temps passe. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Ce qui m'avait interpellée beaucoup, c'était votre rôle en tant qu'ambassadrice chargée des menaces transversales, un poste que vous avez occupé de 2013 à 2017. Et j'aimerais bien savoir, je pense que les participants aussi auraient cette même curiosité, quelles sont les responsabilités et les défis auxquels vous avez été confrontés? Parce que quand on parle de menaces transversales et donc de sécurité, voilà, on s'imagine que c'est très varié, très vaste et surtout, ça demande une responsabilité très, très importante. Donc, ces postes d'ambassadeurs itinérants, je dirais, existent dans plusieurs pays. Être ambassadeur itinérant, c'est, si vous voulez, être, comment vous dire, une sorte d'envoyé spécial pour une thématique. Et ça permet au ministère d'avoir quelqu'un de haut niveau qui va aller négocier, qui va pouvoir accéder à des personnalités de haut niveau sur des dossiers prioritaires pour sa diplomatie. Donc, qu'est-ce que recouvrent les menaces transversales? En fait, ce sont les menaces des acteurs non étatiques. Pour le coup, ce n'est pas du tout les acteurs étatiques, ce sont les acteurs non étatiques, les groupes criminels essentiellement, ou les thématiques donc, de trafic de drogue, trafic d'êtres humains, corruption, blanchiment d'argent, trafic de biens culturels, trafic de métaux précieux, qui sont des menaces criminelles qui, si vous voulez, par leur caractère massif, finissent par être une menace pour les États. Parce que, par exemple, on sait que le trafic de drogue peut financer des groupes terroristes. On sait que le trafic d'armes conduit malheureusement à l'entrée d'armes sur le territoire français. Donc, c'est tout ce que ces menaces font peser sur la sécurité intérieure française, d'abord, mais aussi la sécurité régionale et mondiale. Nous savons qu'il y a des zones du monde qui malheureusement hébergent ce genre de trafic, où la gouvernabilité des États est atteinte, où l'état de droit est atteint, et donc ces États s'affaiblissent et peuvent être ensuite victimes de groupes terroristes, et donc ça contribue à baisser, à réduire la paix et la sécurité régionale, et à terme la sécurité mondiale. Donc ce sont des menaces d'acteurs non étatiques qui ont un impact sur la sécurité des États et des sécurités intérieures des États. Donc voilà, moi ce que je faisais, c'est que je représentais la France dans les instances internationales, à l'ONU, à New York, à Vienne, dans toutes les instances où on traitait de ces questions-là. Je proposais des actions qui correspondaient à nos choix stratégiques, à nos positions. Je négociais des conventions qui répondaient à la vision que la France avait de ces menaces, et bien sûr pour les limiter, pour les endiguer. Alors évidemment, je ne pouvais pas toute seule mettre fin à ces menaces, mais j'ai contribué par la coopération avec d'autres États, avec les organisations internationales, à ce qu'on mette en place des stratégies pour endiguer ces trafics, les entraver quelque part, puisqu'on ne peut pas malheureusement espérer y mettre fin. Voilà, c'était donc un poste pendant 4 ans. Je m'occupais de questions de sécurité liées à ces différents trafics, mais comme je vous dis, des trafics qui peuvent prendre un poids politique et même un poids économique, puisque le montant des revenus criminels quand j'étais à ce poste équivalait à 900 milliards de dollars par an, ce qui représentait le PIB d'un État de taille moyenne d'Asie. Donc finalement, ces crimes, ces activités criminelles, parfois elles arrivent
à instaurer des groupes qui ont la puissance de feu d'un État, quand les États sont petits, sont faibles, et à mettre en péril les États. Donc on voit que ça devient un acteur global, en fait, qui peut mettre en péril les acteurs légitimes. Voilà ce que j'ai fait pendant 4 ans, qui était un peu la suite de ce que j'avais fait à Vienne aussi, puisque je m'occupais de ces questions-là à Vienne. Donc, ce sont des enjeux globaux, mais dans lesquels donc, nous étions un maillon, mais un maillon utile à une réaction en chaîne de l'ensemble de la communauté internationale. Merci beaucoup. Alors, depuis déjà vos réponses, on voit la complexité, la richesse du métier de diplomate. Je voudrais lire la question d'Emmanuel Jacquemot dans le chat. Quelle a été l'expérience la plus marquante pour vous et pourquoi? Et comment voyez-vous les futurs recrutements des ambassadeurs affectés au ministère des Affaires étrangères après la réforme? Ça, c'est une grande question. Bon, alors, je répondrai d'abord à la deuxième partie de la question. Il y a effectivement une réforme de l'encadrement dans la fonction publique française qui est en cours. Cette réforme n'est pas encore définie pour ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères. Il y a une ordonnance qui a été publiée le 2 juin, mais la déclinaison par ministère n'est pas faite. Donc, pour l'instant, je ne peux rien vous en dire puisque c'est un processus qui est en cours. En tout cas, cela dit, il faut savoir que les ambassadeurs peuvent être nommés dans le corps diplomatique, mais ailleurs, hein, d'ores et déjà. Le chef de l'État a le droit de nommer comme ambassadeur qu'il souhaite. C'est un poste à la discrétion du gouvernement. C'est vrai que nous avons une diplomatie qui privilégie les ambassadeurs de carrière, puisque nous sommes à peu près 95% de carrière, mais rien n'interdit de faire autrement. Donc, quelle que soit la réforme, le président peut nommer ambassadeur dans tout pays la personne qu'il estime le plus à même de le faire. Et ça vaut dans tous les pays, mais il y a des pays où il y a une proportion d'ambassadeurs politiques plus importante que chez nous. L'expérience la plus marquante, alors c'est difficile d'en choisir une, tellement j'en ai eu. Je dois dire que la diplomatie est un métier très dur qui demande beaucoup de travail, mais parfois nous avons des moments de bonheur quand nous arrivons à avoir une résolution ou un projet culturel. Je pourrais vous donner 2 exemples dans des domaines tout à fait différents, mais ça n'est pas exclusif d'autre chose. Je reviendrai quand même au dossier nucléaire iranien, parce qu'il m'a occupé très intensément pendant 4 ans. D'abord, j'ai appris beaucoup sur les questions d'activité nucléaire civile et militaire, mais aussi parce que ça m'a donné des expériences humaines. Et je crois que finalement, ce qui compte le plus, ce sont les expériences humaines. Quand on arrive après des efforts, des années, ou des mois ou des nuits d'efforts à régler une difficulté, c'est de voir les hommes et les femmes qui y ont participé et puis de se dire que c'est une expérience humaine aussi. Sur le dossier nucléaire iranien, quand on est arrivé à un accord, il y a eu plusieurs accords, un accord à 6 entre les 3 Européens et puis la Chine, la Russie et les États-Unis, c'était un bonheur. Donc, l'impression d'avoir apporté un peu sa pierre à un dossier d'importance majeure pour la communauté internationale. Et je vous dis, en plus, ce dossier m'a réellement suivi parce que dans tous mes postes, finalement, j'ai trouvé que c'était une prolongation de ce dossier. Et une autre expérience, vous allez dire quel est le lien avec la diplomatie, mais en fait, il y en a. Quand j'étais au Guatemala, j'avais conscience que la France avait peu de moyens d'exercer une influence, mais que je devais absolument trouver le moyen de donner une influence à mon pays. Et j'avais trouvé l'archéologie. C'est-à-dire que le Guatemala, c'est le berceau du monde maya. Et il y avait des trésors archéologiques qui n'étaient pas mis en valeur, pas connus. Et je m'étais intéressée à un site maya inaccessible qu'on ne pouvait rejoindre qu'en hélicoptère. Et je m'étais dit, si la France fait connaître ce site, finalement, la France aura joué un rôle dans ce pays et l'influence française en bénéficiera. Et j'ai donc monté un projet avec le musée du Quai Branly et nous avons organisé, enfin le Quai Branly a organisé, pas moi, mais avec mon aide, une exposition d'art maya du Guatemala en 2011, pays qui n'avait jamais été illustré dans ce musée. Et je dois dire que c'était un vrai moment politique. Le vice-président guatémaltèque est venu. Donc, ça a été la culture a créé un rapprochement politique. C'est-à-dire que pendant tout mon séjour, les Guatémaltèques m'ont été reconnaissants d'avoir donné à connaître leur culture maya à l'étranger. Et ça a considérablement facilité mon travail, ça a fluidifié mes relations politiques. Donc, la culture, c'est un instrument de la diplomatie. Ce n'est pas seulement un divertissement, la culture, c'est aussi un moyen de faciliter les relations politiques. Donc, je cite ces 2 exemples parce qu'ils ont été extrêmement, pour moi, très importants. Il y en a d'autres, mais c'est le genre d'expérience qu'on peut vivre quand on choisit ce métier.
Merci beaucoup. En effet, la diplomatie culturelle est très importante. Je me souviens très bien de cette exposition remarquable au musée de Quai Branly. Je ne savais pas que c'était grâce à vous que cette exposition avait eu lieu. Concernant la dimension humaine de la diplomatie, il y a une question d'André Gauthier qui vous demande, malgré des mandats qui durent de 2 ou 3 ans, finissez-vous par vous faire des amis qui durent après votre départ? En est-il de même avec vos collègues ambassadeurs? Alors ça, c'est la difficulté. Alors les mandats, oui, c'est entre 2, 4, 5 ans. C'est la difficulté. C'est vrai que quand on quitte un poste, on ne revoit pas forcément les amis qu'on s'est fait. On a du mal à avoir des amis réunis au même endroit. Moi, mes amis sont partout dans le monde. Ça, c'est la difficulté, mais je dirais aussi que ça permet d'avoir plus d'amis que si on restait au même endroit. C'est une variété. Alors évidemment, avec la technologie et WhatsApp et Zoom, maintenant, on ne se quitte plus comme avant, on a l'impression d'être tout proche. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était plus difficile, on perd de vue des gens qu'on aime, c'est exact. Mais ça, ce métier apporte beaucoup sur le plan humain, mais il y a un coût humain aussi. Il y a un coût à perdre le contact avec des gens qu'on a côtoyés. C'est comme ça. Et pour les familles, c'est pareil, les enfants qui sont transportés d'un pays à l'autre. Voilà, c'est le revers de la médaille de la richesse des contacts, mais aussi parfois de leur caractère limité. Mais j'ose espérer qu'avec la pandémie et le développement des outils technologiques, on va pouvoir lutter contre ça. Bon, c'est une donnée qu'il faut accepter, mais on est content de les avoir connus quand même si ce n'est que 3 ans. Merci. Alors, je vois qu'il y a encore 3 questions avant de nous quitter. Donc, une question de Federico Darguen, qui travaille par ailleurs à l'ambassade de Colombie en Italie, et que je salue s'il est à Rome ou en France. Quelle est, selon vous, la clé de la professionnalisation du corps diplomatique dans un pays ami comme la Colombie? Pardon, je n'ai pas compris la clé de la… la clé de la professionnalisation du corps diplomatique en Colombie. Bon, si vous voulez, moi, je ne vais pas émettre d'avis sur une diplomatie qui n'est pas la mienne. C'est vrai qu'il y a 2 systèmes dans le monde. Nous avons une diplomatie professionnelle, donc avec des agents recrutés par concours, et nous faisons toute notre carrière dans la diplomatie. Et quel que soit le régime politique élu en France, nous restons. Il est très rare qu'on change un ambassadeur parce qu'un président a changé, c'est très rare. Il y a des pays qui font un autre choix, qui ont une diplomatie, d'abord qui changent, tous les agents diplomatiques changent quand il y a un changement de président, et qui se recrutent dans le secteur privé, à l'université. Donc c'est totalement différent. Bon, nous avons choisi le système professionnel parce que nous pensons qu'il est le plus solide. Nous sommes en train d'ouvrir ce système pour, si vous voulez, intégrer ou moins accueillir pour éviter non plus d'être trop dans l'endogamie. Nous accueillons des personnes d'autres ministères, d'autres administrations, d'autres cultures, d'autres origines. Donc, on mixe un peu le système. Mais l'avantage de la professionnalisation, c'est qu'il y a une continuité de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, il y a une continuité. Alors, moi, je ne sais pas, je crois que la Colombie, m'a-t-on dit, souhaite s'orienter vers plus de professionnalisation. Je crois que le président Duque souhaite augmenter le nombre de diplomates de carrière. Donc, c'est qu'il considère que peut-être que c'est une méthode qui a fait ses preuves. Mais tous les pays n'ont pas notre système. Et moi, je trouve qu'il est très efficace et j'ai l'impression que la Colombie souhaite peut-être s'en inspirer pour augmenter le nombre de professionnels de la diplomatie dans la carrière. Merci beaucoup. Il y a deux questions qui se rejoignent de Mélanie Mongeon et d'Emmanuel Jacquemot sur donc, les principales qualités dont doit faire preuve un diplomate. Et donc, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite devenir diplomate ayant un profil concours interne ou 3e concours? Concours interne ou 3e concours de quelle administration? Parce que 3e concours… De l'ENA. Ah oui, mais l'ENA, c'est vrai que l'ENA n'existe plus. Donc, si vous voulez, on a besoin de tous les talents dans les diplomaties et notre ministre l'a redit, il faut qu'on intègre toutes les personnes qui ont de la valeur intellectuelle et humaine. Donc, je ne sais pas vers quoi va évoluer le recrutement du Quai d'Orsay, là je ne peux pas en parler, mais ce que je veux dire, c'est que le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut entrer dans la diplomatie, c'est d'abord d'acquérir une bonne formation générale, et pas seulement dans le domaine international, parce que les concours deviennent quand même maintenant
assez polyvalent. On exige de bonnes connaissances en droit public, même interne, en économie. Il faut parler au moins 2 langues. Évidemment, je conseille de faire des langues orientales parce qu'il y a actuellement, j'espère que ça restera, la voie d'accès des concours d'Orient qui donne un accès privilégié à des postes élevés, enfin un niveau statutaire élevé lorsqu'on parle des langues rares. Nous avons besoin de connaisseurs de langues rares et de civilisations rares. Donc, faire les langues zo, en général, c'est assez porteur. Et puis, je dirais, faire des stages. Désormais, moi, j'ai été présidente du jury du concours par lequel j'ai été recrutée il y a 40 ans. De plus en plus, les grands oraux des concours ne sont plus des grands oraux universitaires, académiques, fondés sur des connaissances. On ne piège plus les candidats avec des questions où se trouve Zanzibar ou des choses comme ça. On teste un potentiel. Et ce potentiel, on le voit quand les personnes ont déjà une expérience. Et nous regardons les CV. Je ne parle pas de la phase d'admissibilité qui est totalement anonyme, puisque c'est à l'écrit, c'est anonyme. Lors de la phase de l'oral, puisque nous avons les personnes devant nous, nous avons le CV. Et ceux qui ont fait des stages, d'abord, ça montre un intérêt pour ce métier. Et puis, ça leur donne déjà une expérience. Et vraiment, je conseille à ceux qui veulent s'orienter vers la diplomatie de faire des stages, soit au Quai d'Orsay. Alors, il y a des stages maintenant dans toutes les ambassades. De mon temps, ça n'existait pas. On faisait des stages seulement à Paris. Toutes les ambassades accueillent des stagiaires. Moi, j'en ai un ici. Il faut dire qu'il y a beaucoup de candidats, mais bon, voilà, il faut quand même essayer. Ça peut être aussi des stages dans d'autres structures, ça peut être des stages à l'ONU, ça peut être des stages dans des organisations non gouvernementales. Tout ce qui permet d'acquérir une connaissance du milieu international, de ses réflexes et de ses réalités sera valorisé et donnera au candidat un plus qui lui permettra d'avoir des points, parce que celui qui ne sera jamais sorti de son milieu aura moins de compétences, si vous voulez. Donc, vraiment s'intéresser à la vie internationale, avoir une bonne formation générale. Je conseille d'apprendre des langues orientales ou des langues africaines et de faire des stages. Merci beaucoup. Alors, on a une toute dernière question. Alors, de Andreas Obermeier-Murezan. Vous avez dit que la diplomatie a beaucoup évolué, a beaucoup changé, notamment en ce qui concerne les dialogues avec les citoyens. Et donc, est-ce que vous pourriez aborder plus sur ce sujet? Comment a évolué le rapport avec les citoyens et le côté aussi de la transparence? Tout à fait. Alors, je vais revenir en arrière. Il faut aussi que les candidats consultent le site France Diplomatie, qui est une mine d'informations, aussi bien sur les concours que sur nos activités. Alors, effectivement, les diplomates, autrefois, parlaient surtout aux chefs d'État, aux ministres, aux autorités. Mais maintenant, nous parlons à tous. Et ça, c'est une grande évolution de la diplomatie. Nous parlons à la société civile de nos pays de résidence. Pourquoi? Eh bien, pour promouvoir nos valeurs, pour favoriser les liens entre les peuples. Moi, je vais souvent dans les universités parler à des étudiants. Nous parlons, par exemple, à des ONG sur les questions sociétales. Ça va être, qu'est-ce que je peux vous donner? Les violences contre les femmes, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre la corruption. Donc, nous nous adressons désormais aux populations. Alors, c'est soit l'ambassadeur, soit ça va être l'Institut français ou la conseillère culturelle. Mais nous tenons aussi à établir ce lien avec les populations et pas seulement avec les gouvernants, à travers, je vous dis, des événements, des conférences, des plaidoyers, des webinaires, des articles. Et je dois dire que moi, ce que je préfère, c'est vraiment parler avec des étudiants parce que ce sont les générations de demain et tout ce qu'on leur dit les impacte profondément, notamment les jeunes femmes. Quand j'allais dans les universités roumaines et qu'elles voyaient que j'étais ambassadrice, ça. Et au Guatemala, ça je l'ai vu aussi beaucoup, nous étions un petit groupe de femmes ambassadrices et on faisait des conférences ensemble. Et je dois dire que ça a vraiment donné à ces femmes guatémaltèques, il n'y a pas de mot en français, empower, leur donner le goût de se dépasser pour elles-mêmes accéder à des fonctions importantes. Et voilà, nous parlons aux sociétés civiles. Nous avons des projets de coopération avec les sociétés civiles. Nous finançons des projets en termes, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais vous dire, de lutte contre la discrimination raciale en Colombie, menés par des ONG. Nous donnons des prix à des ONG. Nous parlons avec les églises, nous parlons avec vraiment tous les interlocuteurs, les syndicats, pas seulement avec les gouvernants. Et c'est ça, la diplomatie s'est ouverte parce que nous parlons à tous et nous recueillons beaucoup de matériel, nous recueillons beaucoup d'idées, nous recueillons des impressions que nous pouvons ensuite transformer en politique, en stratégie.
Et donc, nous parlons aux acteurs du développement durable, de la transition énergétique, les entreprises, bien sûr. Les entreprises sont un de nos interlocuteurs principaux, que ce soit des entreprises françaises ou étrangères d'ailleurs. Nous parlons à tous. Les diplomates parlent à tous. C'est pour ça que c'est un métier où on travaille beaucoup. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite dans les personnes que l'on peut voir. Et c'est ce qui fait cette richesse nous avons une appréhension du pays qui est totalement complète. Nous connaissons les dirigeants, nous connaissons les populations, nous connaissons les ONG, le tissu associatif, les communautés religieuses. Et c'est vraiment ça la beauté du métier, c'est vraiment d'être en contact avec tous et de pouvoir se nourrir et nourrir dans les deux sens. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Et par ailleurs, concernant les côtés associatifs, je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui avec l'association Sciences Po Alumni. Et je sais aussi que vous êtes disponible pour rencontrer prochainement les alumni franco-colombiens. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes en train de programmer de l'avenir la création d'un cercle franco-colombien, notamment parce que la Colombie est un pays très important pour notre association. Il y a beaucoup d'alumni qui sont des nationalités colombiennes ou qui travaillent en Colombie, et c'est pour cela que nous souhaitons à l'avenir développer et permettre la réalisation de plus d'échanges. Et dans ce contexte, j'invite l'audience, pour celles et ceux qui seraient disponibles, mardi 6 juillet à 18h, il y aura une conférence avec Olivier Daben, professeur de sciences politiques et expert de l'Amérique latine à Sciences Po, et Elena Alviar, professeure de l'École des droits à Sciences Po des nationalités colombiennes, pour une conférence sur la situation en Colombie et quelle grille de lecture pour en réalité polariser. Je vous ai mis dans le chat le lien pour s'y inscrire, et je laisse la parole à Bernard Elgoul, notre délégué général, pour la conclusion. Merci encore, Madame l'ambassadrice, et à très bientôt, je l'espère. À bientôt. Et je me suis inscrite à la conférence d'Olivier Daben. Parfait, merci. Quelques mots très brefs de conclusion. Tout d'abord, pour vous remercier évidemment très chaleureusement, Madame l'ambassadrice, pour ce témoignage, ce retour d'expérience, ce parcours très inspirant. Donc, merci à nouveau très, très chaleureusement. La deuxième chose, c'est que vous initiez évidemment cette dynamique de soutien, de support à la création d'une section des alumni en Colombie. Et ça, je m'en réjouis, ainsi que Pascal Perrino, le président des alumni, évidemment, très, très fortement, dans la mesure où nous souhaitons aujourd'hui que l'association, à travers ses services et le sentiment d'appartenance qu'elle nourrit, auquel vous faisiez allusion dans votre propos liminaire, eh bien, que ces deux aspects soient au plus près de nos camarades, où qu'ils soient dans le monde. Et de ce point de vue-là, on se réjouit vraiment que ce soit le cas pour la Colombie. Le troisième élément, c'est que je vous ai envoyé via le fil de conversation l'adresse électronique d'un de vos anciens camarades qui participe à la conférence aujourd'hui et qui était avec vous donc, dans la promotion 79 en RI. Yes. J'espère que le chat restera même après la clôture, parce que… Et François. François comment? François Modave. Oh, François, comment vas-tu? Ça va très bien. Voilà. On va se remettre en contact alors. Voilà, je vous ai envoyé l'adresse électronique. Je ne vais pas perdre ça, mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Voilà, oui, de François à l'instant via le chat. Et puis, ça sera vraiment un mot de conclusion. Moi, j'ai été très frappé dans votre propos par le partage que vous avez fait avec nous de la problématique
à laquelle vous avez été sensibilisé à Sciences Po, à savoir la question nucléaire et la dissuasion nucléaire notamment, qui vous a permis ensuite, dans votre parcours professionnel, de traiter la problématique d'une manière extrêmement poussée. En guise de conclusion, est-ce qu'il y a, selon vous, pour nos jeunes camarades étudiants à Sciences Po qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'il y a, selon vous, un ou des sujets dont vous considérez qu'ils sont véritablement les sujets d'avenir qui sont fort probablement enseignés à Sciences Po et sur lesquels vous leur conseilleriez de développer davantage encore leur expertise? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un ou des sujets géopolitiques d'avenir dont vous sentez qu'ils seront encore plus déterminants dans 5, 10, 15, 20, 30 ans qu'ils ne le sont aujourd'hui? Voilà, je n'ai pas malheureusement la cartographie des cours à Sciences Po puisque j'en suis loin. Bon, il y a un sujet qui est incontournable, c'est le développement, c'est le milieu, attendez, je parle espagnol, là, l'environnement et la biodiversité, parce que nous voyons que, comment dire, le changement climatique et l'atteinte à la biodiversité vont bien au-delà des dommages que nous voyons. Ce sont des risques, des risques géopolitiques, des risques de réfugiés climatiques et donc de profonds bouleversements. Mais je suis certaine que vous enseignez à Sciences Po les questions d'environnement, lutte contre le changement climatique. La biodiversité, j'insiste beaucoup parce que c'est un sujet dont on parle moins, mais il y a une urgence biodiversité autant qu'il y a une urgence climatique. Le développement durable, ça me paraît fondamental. C'est vraiment le sujet qui domine. Ensuite, écoutez, bon, les questions d'état de droit sont fondamentales aussi parce que ce qu'il y a sur la stabilité d'un État, c'est l'acceptabilité des normes par les citoyens. Et les questions d'état de droit, je le vois bien, elles ne font pas l'objet d'un consensus parce que les cultures, comment dire, le poids de la loi, l'acceptation de la loi n'est pas la même partout. Et je pense que l'état de droit, c'est une valeur européenne, mondiale, mais notamment européenne, et je l'ai beaucoup travaillé quand j'étais en Roumanie. C'est un des fondements de la démocratie et de la stabilité politique. Donc, je ne sais pas si c'est enseigné à Sciences Po. En fait, voilà, ce sont des enjeux globaux, mais fondamentaux à la stabilité, à la durabilité de nos systèmes. Il y en a peut-être d'autres, mais là, comme je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, mais ce sont ceux qui me viennent d'emblée à l'esprit. Et de toute façon, Sciences Po a une gamme maintenant d'activités et d'enseignement encore plus large que de mon temps. Hein. Donc, c'est vraiment, enfin, je veux dire, entrer à Sciences Po, c'est un privilège, un bonheur et vraiment la promesse d'un avenir, je ne dis pas brillant, mais je dis un avenir épanoui, un avenir prospère. Et voilà. Et pour moi, ça a été, voilà, ça a été la clé de ce que je suis devenue et je suis reconnaissante à Sciences Po de cet enseignement et de tout ce que cela m'a apporté. Je voulais vous proposer, peut-être l'avez-vous fait, de prendre une photo pour que je puisse faire un tweet, mais est-ce que vous avez déjà peut-être fait des captures d'écran est-ce que parce que moi, je peux en faire, mais je n'ai pas forcément un outil extraordinaire pour je puisse communiquer sur, vous voyez, la communication toujours… Absolument. Alors, on peut tout à fait le faire et je vais vous Mais moi, je ne sais pas où je vais être. Pour l'instant, je suis en haut à droite. Je ne sais pas si vous avez des images différentes avec différents plans. Oui, oui. Celles et ceux, chers amis, chers camarades, qui souhaitent activer leur caméra, faites-le. Et pour les autres, sans problème. Voilà. Je la double. Et je me rapproche encore. Voilà, c'est parfait. Je vous envoie ça, Madame l'ambassadrice. Sans qu'on me voit. Ah ben non, il ne faut pas qu'on voit mes mains parce que, bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, parce que j'aimerais donner un retentissement à cet échange qui m'a fait très plaisir. Et voilà, pour moi, Sciences Po est quelque chose qui a été structurant dans ma vie et je suis heureuse d'y retourner. Et puis, le jour où je rentrerai à Paris, de participer à nouveau à vos activités. Et vous pourrez compter toujours sur ma disponibilité et ma participation.
Mille merci. Ce message nous touche beaucoup et participe à nourrir ce sentiment d'appartenance qui unit l'ensemble des Sciences Po et également un témoignage très précieux quand l'institution, comme c'est le cas depuis quelques mois, subit quelques turbulences qui, fort heureusement, sont passagères et qui ne doivent pas détourner l'ensemble des enseignants, des étudiants et des alumni de l'ADN de notre maison que vous incarnez. Voilà. Tellement bien ce soir que nous vous en sommes à la fois et reconnaissants et ce témoignage de sympathie et d'amitié pour Sciences Po voilà, est extrêmement important. Que tous nos meilleurs voeux de succès vous accompagnent dans votre mission en Colombie, Madame l'ambassadrice, et nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement autour d'Olivier Daben et de nos camarades colombiens. Encore merci, très bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur le Délégué général, et merci à tous d'avoir participé. J'ai été très heureuse de cet échange. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à vous et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Magnifique, merci.